Bonsoir Vincent, donc une rapide présentation également. Vous avez 29 ans, vous avez une formation d'architecte à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, ainsi qu'à l'École supérieure d'architecture de Paris. Vous êtes aujourd'hui le fondateur et le gérant de l'atelier Rondelle, avec l'envie, vous allez l'expliquer après, de casser les codes de l'architecture, et vous n'en êtes pas à votre première création. Vous êtes très rapidement mis à votre compte à 18 ans, avec la création d'une entreprise de conseil en architecture. Et en 2019, vous avez donc créé l'atelier Rondelle seul. Aujourd'hui, vous êtes 10 salariés. Vous travaillez avec 45 sous-traitants et 400 fournisseurs. Vous êtes donc incubé à Itera Terre d'Innovation à Compiègne. Et vous allez nous en dire plus sur cette entreprise qui affiche déjà une belle croissance, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 7 depuis sa création en 2019. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Amandine. Vincent Gaillard, Atelier Rondelle. Je vous propose un petit exercice pour démarrer, un exercice prospectif sur le futur dans les quelques années à venir devant nous. Vous habitez dans les Hauts-de-France, vous habitez dans le territoire, vous vivez dans le territoire, vous travaillez dans le territoire, vous avez vos amis dans le territoire, votre famille. Je vous propose de regarder une carte sur l'écran, qui est la carte de la prévision du GIEC de la montée des eaux en 2050, dans 28 ans, où on voit sur cette carte que Calais, Dunkerque, Gravelines, Dieppe, Penly, Palluel, une partie d'Abbeville passe sous le niveau de la mer dans 28 ans, avec la fonte des glaces, le réchauffement climatique, le travail du GIEC. Il ne faut pas seulement voir cette carte comme une question de surface qui serait perdue entre la terre et la mer. 80% de l'énergie et de l'électricité de l'intégralité des Hauts-de-France est produit dans les 6 centrales nucléaires de Gravelines, Penly, autour de Dieppe, Palluel et autour de Calais. Donc c'est 80% de la production électrique qui peut être perdue si on ne fait rien. Et donc ça veut dire plus d'internet s'il n'y a plus d'électricité. Ça veut aussi dire plus d'eau potable, parce que les centrales hydriques sont évidemment électrifiées. Donc il y a un immense enjeu devant nous à assez court terme, à moins de 30 ans, à 28 ans, sur la question de ce que nous, à l'atelier Rondelle, on appelle la résilience des territoires. Et c'est à la question opérationnelle de la résilience, de la capacité à absorber les chocs de l'environnement extérieur qu'essaye de travailler l'atelier Hirondelle. Je vous propose un travail en cours à l'atelier Hirondelle, qui est une maison flottante résiliente et bioclimatique qui récupère son eau, qui la stocke et qui s'en sert pour refroidir sa paroi. C'est un projet, une étude en cours sur 7 maisons flottantes à Beauvais, en cours à l'atelier Hirondelle. Et ici, on a un autre projet qui a déjà été livré, qui est une maison mobile qui stocke son eau de pluie, qui la recycle et qui est autonome en énergie également. Ici, on est sur une maison mobile donc qui cherche la souplesse dans le territoire en fonction du niveau de crise par secteur. C'est ça que fait l'atelier Hirondelle. L'atelier Hirondelle, c'est essayer de faire de l'habitat de manière résiliente et lui donner la capacité à se sortir de situations complexes sur le stress hydrique qui arrive, sur le stress énergétique qui arrive et sur toutes les dispositions dont le logement peut être, avec lequel il peut être en difficulté dans les années à venir. Alors, nous, on a 6 axes de travail à l'atelier Rondelle. La résilience des territoires habités, donc pas que l'habitat. On va travailler sur les modalités constructives, donc les constructions modulaires sur les bureaux modulaires, sur les petits commerces modulaires. On va travailler sur l'autosuffisance hydrique, sur les maisons passives, donc la capacité à stocker de la calorie gratuite du soleil, et sur l'autosuffisance énergétique, donc la capacité à générer de l'électricité et faire de l'autoconsommation sur les maisons. Aujourd'hui, l'atelier Rondelle, c'est 10 salariés, et l'objectif, c'est d'être dans une démarche où on internalise l'intégralité des missions de conception et de fabrication. Donc moi, je suis architecte, je me suis entouré d'une équipe d'architectes qui est en interne, d'une équipe de menuisiers, d'une équipe de charpentiers, d'une équipe de couvreurs. Et l'idée, c'est de conceptualiser et fabriquer ces petites maisons qui vont être autonomes en eau et en énergie, qui seront déplaçables
ou modulables. Et la démarche a été simple dans la manière de choisir cette équipe. Vous constaterez, la moyenne d'âge chez nous, c'est 24 ans. Vous constaterez qu'on est avec une équipe qui est assez jeune de manière générale. C'est souvent les majors de promo des écoles d'ingénieurs, d'architecture et les MAF, les meilleurs apprentis de France et meilleurs ouvriers de France qui nous ont rejoints autour du projet. Ici, je vous propose sur l'écran la visualisation financière sur l'atelier Hirondelle. L'atelier Hirondelle, c'est une société qui a démarré en fin 2019-2020, sur laquelle on a réalisé un chiffre d'affaires à 120 000 euros. C'est un moment où j'étais seul dans la structure. L'année suivante, on a conclu le bilan à 400 000 euros, donc on a fait un x4 sur le chiffre d'affaires. Là, on est dans la 3e année où on est sur l'objectif à 750 000, où on est à mi-parcours. C'est réussi, à mi-parcours. C'est le moment où, pour nous, on est dans une démarche assez délicate parce que il n'y a pas un euro d'argent public ou de subvention dans notre structure aujourd'hui. On n'est pas allé le chercher. On avait la volonté d'aller demander aux clients de financer notre travail auprès d'eux. Et c'était une manière pour nous de construire une société qui était saine financièrement, de générer du chiffre d'affaires immédiatement dès la première année. Et aujourd'hui, on est à ce plafond de capacité organique à grandir. Donc l'objectif pour nous, c'est d'ouvrir le capital aujourd'hui pour permettre d'aller dès 2023 sur un chiffre d'affaires à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors j'attire votre attention sur le BE qui est court sur les 2 premières années parce qu'on a réinjecté quasiment 100% de notre BE pour réinvestir immédiatement parce qu'on est en autofinancement sur cette partie-là. Pour nous, l'année charnière, celle qu'on vise à l'atelier Hirondelle, c'est l'année 2025. Nous, on envisage un chiffre d'affaires à 12 millions d'euros, 25 collaborateurs à ce moment-là, donc une masse salariale autour de 700 000 euros, et on envisage un EBE entre 42 et 50%. Donc on est sur un projet qui cherche à être performant sur la question des enjeux du territoire et qui vise à être explosif sur le plan financier, d'aller chercher assez rapidement un EBE assez important. Ici, vous avez le détail de la levée de fonds envisagée pour l'atelier Hirondelle, où on envisage donc de lever 4,5 millions d'euros pour mettre un coup de booster à ce développement-là, dont 3,5 millions d'euros en dilutif, et le reste qui sera en crédit et en subvention auprès de l'ADEME, notamment auprès de la BPI. Je vous remercie de votre attention. L'enjeu, il est colossal, comme vu au début de cette présentation. L'idée, c'est pas simplement de faire une société avec du produit ou avec du service, c'est bâtir des solutions à une situation qui est périlleuse pour les années à venir. Et le but de l'atelier Hirondelle, c'est vraiment d'être comment dire, à la taille de l'enjeu du siècle et vraiment de se positionner en porteur de solutions sur les années à venir. Merci beaucoup. Vincent, j'ai déjà une première question. Vous parliez tout à l'heure d'économie circulaire. Comment ça fonctionne chez vous pour les approvisionnements? Est-ce que vous réussissez à trouver des fournisseurs en Hauts-de-France? Oui. Un point que je n'ai pas évoqué, on est situé en dessous de Chantilly, à Playe. Donc on est au sud-sud des Hauts-de-France. Et la question sur les fournisseurs, elle est assez intéressante parce que nous, on est au cœur de la forêt de Chantilly, où on a des petits scieurs qui nous ont permis de nous approvisionner très rapidement en bois sec. Bon, vous êtes sans doute au courant qu'il y a une pénurie sur les matières premières, notamment du BTP et du bois, pour l'intégralité du territoire, sinon de l'Europe. Et nous, le fait d'avoir pivoté et d'être allé chercher les petits scieurs, d'avoir fait des débits sur liste, comme on dit, dans les toutes petites sociétés, ça nous a permis de ne pas faire exploser les prix de vente sur nos mini-maisons ou auprès de nos clients avec ce dispositif-là en économie circulaire. Un deuxième point aussi, pour nous, ce n'est pas qu'une histoire de finances immédiates. C'est-à-dire que demain, on va avoir des difficultés sur l'approvisionnement suite aux difficultés climatiques.
même localement. L'objectif pour nous, c'est de bâtir une économie circulaire pour pouvoir fabriquer un tissu de fournisseurs qui vont nous aider localement à trouver des solutions, à continuer à nous approvisionner malgré la situation. Ça vaut combien une maison comme ça ? Alors, on est en sur-mesure, donc on va écouter une demande auprès d'un client. Là, je vous ai présenté 2 projets. Un qui est en étude, qui est composé de 7 maisons flottantes. On est à 300 000 € par maison flottante. Et l'autre projet qui a déjà été livré, qui était à 117 000 € pour une maison autonome qui peut se déplacer et prendre la route immédiatement. Pour l'instant, on est sur du sur-mesure, mais pour passer aux 12 millions, voire plus, il faut passer à la phase industrielle. Et comment on passe du sur-mesure à l'industriel ? Tout à fait. C'est l'enjeu. J'ai démarré avec l'enjeu territorial et l'enjeu régional. Il n'est pas d'aller faire du sur-mesure par client et faire du personnalisable à chaque fois. Notre démarche pour bâtir un catalogue de produits, plutôt que de faire un catalogue dans notre coin et d'avoir l'incertitude d'être près du marché et très près du besoin du client, c'est notre phase initiale, ces 2 premières années, qui ont visé à faire des maisons très sur mesure pour ensuite implémenter un catalogue complet où là on est allé voir le client et toujours challenger notre vision par rapport aux besoins du client. Et donc l'objectif dans notre démarche sur mesure aujourd'hui, c'est à terme de bâtir un catalogue pour faire du semi-industriel ou de l'industriel, pour bâtir des éléments qui sont sur catalogue mais qui n'ont pas été conçus ex nihilo, qui ont été bâtis avec nos clients initiaux. J'ai une question de la salle sur l'état de votre carnet de commandes. On a vu certains projets que vous nous avez présentés. Quels sont les futurs projets à venir pour l'atelier Hirondelle ? Alors, on a 2 catégories de clients. On a les particuliers qui anticipent les situations que j'ai décrites, qui cherchent à avoir une maison principale ou une maison secondaire avec l'atelier Hirondelle. Ça, c'est la première famille de clients. La deuxième famille de clients, c'est le B2B. C'est quand on a des grands groupes qui viennent nous voir et qui nous disent on veut 25, 30, 50 modules. Aujourd'hui, au regard de notre développement, c'est ce genre de groupe qu'on vise. Aujourd'hui, il y a des grands groupes HLM qui sont venus nous voir en nous demandant un nombre de modules qu'on ne peut pas bâtir à 10. Donc la question pour nous, c'est comment on peut on capte déjà bien les clients particuliers. Aujourd'hui, comment attraper des plus gros clients en B2B ? Vous me disiez, lorsqu'on a préparé cette soirée, que chaque maison était déplaçable et transportable, avec chacune sa spécificité et ses innovations. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous en expliquer quelques-unes et avez-vous déposé des brevets sur vos concepts ? Oui, pour reprendre l'exemple des 2 qui ont été présentés à l'écran. Alors la première est immatriculée comme un bateau, elle peut passer par tous les dispositifs navigables en Hauts-de-France. C'est la logique. Donc on est dans une démarche complètement navigable pour une maison. La deuxième, pour parler de la petite maison verte que vous avez vue qui est déplaçable, elle est positionnée sur une remorque à bateau, sur mesure par rapport à la remorque, et donc elle est immédiatement transportable sans être en dispositif de convoi exceptionnel. Elle est en gabarit routier, donc elle peut prendre la route immédiatement, et elle n'est pas dans une démarche de caravaning parce que l'enjeu, c'est l'habitat permanent de l'occupant. Donc la réglementation, du coup, est-ce qu'elle est plus contraignante que sur un habitat de type classique, que ce soit les particuliers ou les entreprises ? Est-ce qu'il faut se prémunir de quelques prédispositions avant d'installer ce type d'habitation ? Il y en a une petite. Il y a la question de déplacer la maison, où il va falloir pour l'occupant passer le permis BE, qui est un complément du permis B, qui souvent sert à déplacer des caravanes pour chevaux, pour déplacer une maison aussi volumineuse, grosse, lourde, où par conséquent il va falloir passer cette formation complémentaire pour transporter la maison. J'ai une autre question de la salle sur votre demande de levée de fonds et de son montant. Comment vous allez les répartir, que ce soit en termes d'augmentation des effectifs, de R&D ? Il y a une grande partie qui va en staffing, donc en renforcement d'équipe. Nous, on a besoin, au regard des demandes B2B, d'avoir beaucoup plus de charpentiers et de menuisiers aujourd'hui. Donc on est sur la levée de fonds à 60-70% sur du staffing, donc des membres d'équipe qui nous rejoindraient. Ensuite, on va avoir un lot assez important, à 20%, sur la partie R&D. Aujourd'hui, on n'a pas de brevets qui sont déposés. L'objectif,
c'est de faire des dispositions à basse technologie, low-tech, facilement réparables, qui puissent travailler sur les maisons, de manière embarquée sur les maisons, pour préchauffer l'air, pour préchauffer l'eau, pour filtrer l'eau de pluie. Il y a des dispositifs low-tech qui sont balbutiants et qui existent. Nous, aujourd'hui, un des enjeux de la levée de fonds, c'est de pouvoir les industrialiser et pouvoir les optimiser pour qu'ils soient le plus performants possible. Bien, écoutez, merci Vincent. On arrive au terme de ces 7 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de questions.